Bonjour à toutes et à tous, c'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous. Je suis Abdoulaye Mbouit de l'équipe d'organisation de l'événement Tinkedator et vous assistez à la session intitulée Mettre en production des modèles d'IA avec Cortex, qui va nous être présentée par Abdoulaye Cham, Abdoulaye Faye et Babacar Niang. Donc, merci encore pour votre présence et votre participation. Et je passe la parole au start de la session pour que la présentation puisse commencer. Donc, messieurs, vous avez la parole. Ok, merci M. Mbouit pour cette présentation. Alors, moi, c'est Abdoulaye Faye, je suis data scientist à BAM2, donc je suis l'un des animateurs de cette session-là. Donc, je vais juste partager mon écran et on pourra carrément commencer à faire la présentation. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. D'accord. Comme M. Mbouit l'a clairement souligné, alors le titre de cette session, c'est Mettre en production des modèles d'IA avec Cortex. Alors moi, c'est Abdoulaye Faye, data scientist à BAM2, donc je vais le faire avec deux de mes collègues qui vont tour à tour se présenter. Alors, notre présentation s'articulera autour de 4 points. D'abord, on fera une présentation de Cortex, mais surtout en vous exposant les techniques qu'on utilisait avant pour pouvoir mettre en production nos modèles machine learning. Et ce qui nous a vraiment poussé à sonder des outils comme Cortex. Ensuite, nous présenterons les key features de Cortex et on fera une live démo pour vous montrer en pratique comment vous pouvez utiliser Cortex pour déployer vos modèles machine learning. Et enfin, nous présenterons une exploration de la partie Ops pour vous montrer carrément comment Cortex gère la partie Ops au niveau de son outil. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à mon collègue Elhadji Abdoulaye pour l'introduction. Ok, merci Abdoulaye Faye. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent. Je me présente, c'est Elhadji Abdoulaye Cham. Je suis lead data scientist chez BAM2. Donc, je vais vous faire une petite présentation, hein, mais ça va plutôt être un retour d'expérience. Pourquoi on a misé sur Cortex pour déployer nos modèles d'IA. Donc, c'est bon et c'est comme tout data scientist là, on est fier de faire du process sur les données, de faire du nettoyage, faire des plots sur nos données. Et le but de tout ce travail-là, c'est après d'avoir un truc qui pourra prédire un peu ce qu'on va faire en fait. C'est-à-dire, je donne un exemple. Si par exemple, on a des données labellisées, fraude ou pas fraude, et ben, on fait le travail nécessaire du feature engineering et tout cela. Après avoir maintenant après avoir nettoyé toutes ces données-là, on va le passer maintenant à notre algorithme machine learning, maintenant qui va en fait essayer de mimer la réalité de nos données. Et par là, je veux dire que si on lui donne une nouvelle entrée, et le modèle doit être capable de nous dire si cette nouvelle donnée-là mise en entrée, si elle est fraude ou pas. C'est ça en fait. Et bon, on a développé tout ça et ça marche. Notre modèle marche bien sur, par exemple, sur ce que nous utilisons le plus souvent, Jupyter Lab pour coder. Donc, c'est bien, mais un jour, le DG de l'entreprise peut venir un bon matin te dire, voilà, Abdoulaye, le modèle que tu as fait, il a de bons résultats. Maintenant, comment faire pour l'utiliser, par exemple, dans l'application web qui nous permettrait, par exemple, de déterminer les fraudes. Et là, on fait encore focus sur un autre travail, c'est-à-dire de rechercher quelque chose qui pourra nous permettre à mettre sous forme de web service le modèle qu'on a mis là. Et nous, au début, à travers nos expériences chez BAM2, donc, on utilisait Flask pour mettre ça en production, quoi. Et Flask, c'est un framework en Python, hein, puisque on le sait, nous tous, presque la majeure partie des data scientists utilisent le langage Python pour y travailler parce que c'est plus flexible et ça permet encore de manipuler une grande quantité de données. Donc, on a utilisé Flask à nos débuts pour mettre en place nos modèles de production. Maintenant, on voit que l'application est sollicitée ou bien l'API est sollicitée
de manière, je peux dire, abusive. Donc, il ne tient plus, quoi. Des fois, ça crache. Et donc, bon, et on est obligé de voir comment on peut les scaler. Et ce scaling-là, on le faisait de manière manuelle en utilisant, par exemple, Docker Swarm pour faire ce scaling-là. Bah, donc, on est reparti pour réfléchir. Maintenant, comment nous allons faire pour avoir un truc qui pourra nous gérer l'auto-scaling si on a, par exemple, si on a une montée à charge sur notre API qu'on a déployé, sur le modèle qu'on a déployé. Et tiens, on a aussi, faut souligner qu'aussi, à Bantu aussi, on tient beaucoup à la partie DevOps. Donc, on a déjà un cluster Kubernetes qui tourne. Donc, on a réfléchi comment avoir la même chose puisqu'on l'a avec les applications web et autres. Comment on pourrait l'avoir avec nos modèles d'IA? On ne peut pas à chaque instant créer une VM, déployer le modèle là-bas et voilà. Comment en fait faire aussi une économie sur nos ressources qu'on utilise, quoi. Donc, c'est ça qui nous a poussé un peu à explorer Cortex. Et voilà, une fois qu'on a trouvé Cortex, on voit que voilà, la majeure partie de nos problèmes est résolue. Déjà, il gère l'auto-scaling. Ça, Abdoulaye pourra venir dans les détails. Mais en plus de ça, il y a un minimum de code à faire pour pouvoir déployer ton modèle. Donc, c'est presque très simple. Il n'y a pas presque de code à faire. Et c'est ça, en fait, qui nous facilitera le travail de déploiement. Parce que on ne peut pas mettre 90% de notre temps pour mettre un modèle qui marche bien et après aussi mettre aussi beaucoup encore de temps pour pouvoir déployer ça. Donc, on doit trouver un truc que si on perd beaucoup de temps sur la construction du modèle, maintenant, il faut qu'on ait un truc générique qui nous permettra de déployer le modèle très rapidement et qui sera scalable automatiquement. Donc, c'est par là qu'on a dit que Cortex allait répondre à notre besoin. Et donc, pour entrer dans les détails, je laisse la parole à Abdoulaye Faye vous expliquer ça. Merci. Merci Elhadji Abdoulaye pour cette introduction. Alors, vous êtes sans doute rendu compte que la mise en production d'un modèle machine learning n'était pas quelque chose d'assez simple parce que Elhadji Abdoulaye a parlé de Docker, de Flask, et c'est pas forcément tous les data scientists qui ont des notions en tout ce qui est DevOps et tout. Donc, c'est là vraiment que Cortex est puissant. Alors, Cortex, c'est un outil open source. C'est un outil open source qui a été créé par la startup Cortex Lab en 2018. Et l'objectif, il est simple, c'est de pouvoir faciliter aux data scientists la mise en production de leur modèle machine learning. Ils seront plus focus sur le développement de leur modèle que sur la mise en production de ces derniers. Alors, ils se sont basés sur des technologies open source telles que Kubernetes, voilà, Docker, etc. Et ainsi utiliser les services d'AWS. Parce qu'actuellement, Cortex utilise les services d'AWS pour pouvoir mettre tout ça en place. Alors, nous allons voir les key features de Cortex. Alors, Elhadji Abdoulaye vous a un peu parlé. Je vais d'abord commencer par le multi-framework. Le multi-framework, c'est-à-dire n'importe lequel framework vous allez utiliser pour mettre en place votre modèle machine learning. On sait qu'il y a beaucoup de frameworks machine learning qui existent. Bon, il y a PyTorch, il y a TensorFlow, etc. Donc, Cortex vous permet, avec n'importe quel framework que vous avez utilisé pour développer votre modèle, donc Cortex pourra supporter ça et vous pourrez facilement déployer votre modèle avec des templates qui existent déjà et qui répondent à vos besoins aussi. Donc, n'importe quel framework que vous avez utilisé pour mettre en place votre modèle, alors Cortex, vous aurez largement le choix avec Cortex de pouvoir déployer ce modèle-là sans souci. Alors, il y a la partie auto-scaling. Alors, Elhadji Abdoulaye a souligné les problématiques qu'on a à rencontrer pour faire de l'auto-scaling avec Flask et tout. Alors là, Cortex te permet automatiquement de faire ce auto-scaling en fonction des paramétrages que tu vas faire au niveau de ton déploiement. Donc, si, par exemple, on peut dire, tu peux spécifier le nombre d'instances que tu peux avoir au démarrage le nombre de réplicas que tu vas avoir au démarrage de ton API, et aussi spécifier le nombre maximum que tu vas avoir, ce qui permettra à Cortex d'adapter les réplicas que tu vas avoir en fonction de la charge que tu as au niveau de ton API. Donc, si tu sens que l'instance que tu es en train d'utiliser un seul réplica et il y a une forte charge, donc il faut mettre en place un autre réplica et pouvoir faire le balancing des charges pour pas que ton API soit trop sollicité. Alors ici, il y a le support des GPU et des CPU. Alors on sait que
des modèles machine learning, il y a souvent certains, comme les modèles deep learning, qui ont besoin d'avoir du GPU pour pouvoir faire leurs inférences. Alors, Cortex aussi te donne la possibilité de spécifier tout ça. Si ton modèle a besoin de CPU, ou bien si ton modèle a besoin de GPU, de le spécifier aussi au niveau de ton déploiement. Alors, il y a les rolling updates. Supposons là, j'ai une version 1 de mon modèle qui est déployée. Et on sait qu'un modèle machine learning, c'est un modèle qui est mis à jour continuellement. Donc, j'ai une version 2 de mon modèle donc, que je dois déployer. Alors, l'update de ce modèle-là se fera en fait sans que tu aies, par exemple, à arrêter ton serveur, ou bien que les utilisateurs ressentent carrément qu'il y a un basculement d'un modèle vers un autre. Donc, l'update va se faire de manière simple. Il suffit juste d'updater ton déploiement et Cortex va en parallèle mettre en place le nouveau modèle, et dès que la mise en place du nouveau modèle est terminée, alors il va faire directement le basculement vers le nouveau modèle. Donc, les utilisateurs ne vont carrément pas ressentir le changement de version de ton modèle, et ça sera juste tu auras juste à updater ton déploiement pour avoir la nouvelle version de ton modèle. Alors, il y a aussi le log streaming. Alors, on sait que ce n'est pas du tout facile de pouvoir débugger un modèle machine learning parce que souvent, il y a plusieurs couches qu'on utilise. Donc, El Hadj Abdoulaye a eu à vous parler de pré-processing, etc. Donc, souvent, ce qu'on fait, par exemple, quand on a une nouvelle donnée, c'est de pouvoir faire le pré-processing nécessaire avant de le soumettre à notre modèle. Donc, il peut y avoir des fois qu'il y a une partie où il y a un crash. Et des fois, ce n'est pas facile de pouvoir débugger tout ça. Donc, avec le log streaming, Cortex te permettra de visualiser tes logs en temps réel avec CloudWatch, et tu pourras savoir carrément s'il y a un souci au niveau d'une de tes étapes de ton modèle, si c'est au niveau du pré-processing, ou bien si c'est au niveau du modèle carrément qui ne parvient pas à faire des prédictions, etc. Donc, ça permet carrément de pouvoir facilement débugger les soucis que pourrait rencontrer ton modèle. Alors, il y a aussi le monitoring des prédictions. Alors, supposons j'ai un modèle de classification qui va juste classifier, comme l'exemple qu'El Hadj Abdoulaye avait donné, qui va juste classifier une nouvelle donnée si elle est frauduleuse ou pas. Alors, j'ai besoin de monitorer les prédictions que font mon modèle. Que font mon modèle. Alors, par exemple, supposons on remarque que le modèle fait plus de prédictions sur les transactions non frauduleuses, ou bien que le modèle a un peu dégradé sur les transactions non frauduleuses, etc. Donc, ce monitoring-là nous permettra mieux de suivre au près la performance du modèle et voir dans quel compartiment on doit l'améliorer ou pas. Alors, il y a aussi un autre aspect qui est la configuration minimale. Alors, Cortex veut vraiment d'être très, très minimal. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir mettre en production ce modèle-là. Donc, basiquement, il n'y a que 2 fichiers de configuration que tu vas utiliser. Il y a un fichier de cortex.yaml qu'on nomme d'habitude cortex.yaml, où tu spécifies comment tu vas faire le déploiement, voilà. Et par exemple, les ressources que tu vas utiliser au niveau de ton déploiement. Il y a aussi le fichier cluster.yaml qui te permet de mettre en place un cluster Kubernetes au niveau que Cortex va utiliser pour pouvoir déployer tes différents modèles, et ils sont disponibles en tant qu'API. Alors, il y a aussi une autre chose qui est très importante, à savoir les spot instances. Alors, comme actuellement, j'ai eu à le dire, Cortex se base actuellement sur les services d'AWS. Alors, donc, normalement, ce qu'on utilise, ce sont les instances on demand. Donc, on sait que les instances on demand sont un peu plus chères par rapport comparé aux instances spot. Alors, les instances spot, c'est juste les instances qui sont au niveau d'AWS, mais qui ne sont pas actuellement utilisées. Donc, AWS te permet d'utiliser ces instances-là à un prix vraiment, vraiment, vraiment réduit. Maintenant, le seul souci, c'est que AWS peut reprendre ces instances-là à n'importe quel moment. Mais ce qui est important, c'est que Cortex va mettre derrière un système qui lui permettra, l'utilisateur ne va pas ressentir que, par exemple, l'instance qui était en train d'être utilisée, donc une spot instance, a été reprise par AWS. Donc, Cortex va mettre en place un système de fault tolerance qui permettra de gérer tout ça. Donc, vous n'aurez pas à vous soucier que l'instance que j'avais à utiliser
et a été repris par AWS parce que c'est une spot instance. Et ça permettra de réduire considérablement votre facture parce que les spot instances sont beaucoup moins chères que les instances on demande au niveau d'AWS. Alors, sans plus tarder, nous allons vous faire une live démo. Vous montrer en pratique comment vous pouvez facilement déployer un modèle avec Cortex. Alors là, c'est le fichier predictor.py où vous allez spécifier, là vous allez vraiment mettre comment vous allez utiliser votre modèle. Donc en fonction du framework que vous avez utilisé pour mettre en place votre modèle, donc il y aura une classe qui vous sera fournie. Par exemple là, si c'est un modèle qui a été fait par exemple avec du Skylearn, par exemple avec du OpenAI, le GPT de OpenAI ou bien le Hugging Face, etc. Donc on peut utiliser la classe Python Predictor que Cortex va nous fournir. Et là, la méthode init, on va juste initialiser nos modèles comme on le fait de manière naturelle. Et la méthode predict nous permettra juste de faire les prédictions avec notre modèle. Donc là, c'est vraiment très simple. Et d'habitude, c'est ce qu'on fait quand on doit faire de nouvelles prédictions. Donc, on a une méthode predict qui nous permet de faire des prédictions quand on a une nouvelle entrée. Donc là, c'est une configuration vraiment minimaliste. Donc, juste avec ça, on aura une API avec notre modèle qui va faire des prédictions. Alors, il y a le requirement.txt, c'est là où on va spécifier l'ensemble des dépendances dont on a besoin, puisque Cortex va installer les dépendances pour nous aussi. Donc, on a juste à lui fournir les dépendances dont on aura besoin pour notre déploiement. Alors, j'ai tantôt parlé de cluster parce que n'oubliez pas que Cortex derrière va utiliser un cluster de EKS, donc un cluster Kubernetes. Donc, vous pouvez créer un cluster avec le nombre d'instances que vous avez besoin. Donc là, c'est juste un exemple de création d'un cluster, le nom, la région à laquelle le cluster sera créé, sera hébergé, le type d'instance, voilà, le nombre minimum d'instances que je peux avoir au niveau de mon cluster, ainsi que le nombre maximum de nombre d'instances que je peux avoir. Donc, ce qui permettra, quand on va faire le scaling, de savoir que là, par exemple, on est à 2 instances, on a la possibilité d'aller jusqu'à 3 instances, etc. Voilà, les volumes qu'on passe aussi à chaque instance, etc. Voilà quoi. Et après ça, il y a le fichier déploiement carrément. Donc, c'est là où on spécifie carrément les spécifications du déploiement. Donc là, c'est juste le nom de l'API qu'on va déployer. Voilà, donc comme j'ai dit tantôt, actuellement on est en train d'utiliser la classe Python Predictor, donc on va juste mettre ici au niveau de type Python. Si c'était par exemple un modèle qui a été développé avec TensorFlow, on va juste mettre TensorFlow. Et là, on va lui donner la classe, c'est-à-dire la classe là où on a toutes nos méthodes qui nous permettent de faire les prédictions. Et là, on a la section d'autoscaling, donc on peut spécifier le minimum nombre de réplicas qu'on peut avoir pour notre API et le maximum nombre de réplicas qu'on peut avoir pour notre API. Donc, si on spécifie qu'on veut qu'un seul réplica, donc au démarrage, on aura qu'un seul réplica de notre API. Et au fur et à mesure, en fonction de la charge que supporte le réplica qu'on a, et Cortex va pouvoir avoir aussi d'autres réplicas pour ne pas excéder le max de réplicas et balancer la charge au niveau de notre API. Alors, pour déployer, c'est simple. Alors, pour créer la création du cluster, il y a juste une commande à faire, Cortex Cluster Up, et on lui donne juste le fichier de configuration, le cluster.yml. Maintenant, le cluster a été déjà créé. Comme la création du cluster va prendre du temps, donc on ne va pas le reprendre, le cluster est déjà créé. Après, on pourra vous montrer le cluster qui a été créé. Donc, on va juste faire le déploiement avec Cortex Deploy. -1, c'est-à-dire on va lui donner le cluster qu'on a déployé. Donc, on va lui déployer notre modèle sur ce cluster-là. Donc, on va lui donner le fichier de configuration, c'est-à-dire le cortex.yml, là où on a spécifié carrément notre déploiement, comment notre modèle doit être déployé. Alors, en faisant ça, voilà. Alors, je reviens au truc de rolling update dont je parlais. Up to date. Donc, actuellement, je n'ai pas fait de modification. Donc, j'avais déjà fait un déploiement. Donc, je n'ai pas fait de modification. Donc, Cortex ne va pas refaire un déploiement. Donc, il va me dire le texte général est up to date. Voilà. Donc, je peux voir actuellement les déploiements qui sont en cours au niveau de mon cluster.
Par exemple, le texte générateur là que je viens d'utiliser actuellement, il est là, il est en train d'être utilisé et il y a une instance qui est utilisée actuellement. Alors, je peux aussi avoir des informations carrément sur l'API en exécutant la commande là. Voilà, il va me donner l'ensemble des informations. Donc, vous pouvez voir, par exemple, les configurations que j'avais faites avec les réplicas, etc. Et vous pouvez voir aussi l'endpoint qui est associé à mon API. Donc, je peux utiliser cet endpoint-là pour pouvoir appeler mon API et l'API pour faire des vérifications. Ok, je pense qu'on a perdu Abdoulaye entre temps. Ok, donc je pense que je vais juste continuer pour la deuxième partie. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Babacar Nia, je suis lead software à Bantu et également développeur full stack. Et également tout ce qui est DevOps aussi à Bantu. Donc là, je vais juste vous parler un peu de... je ne sais pas, vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, c'est parfait chez moi. Ok, super. Donc là, je vais vous parler un peu de ce que Cortex est en train de faire derrière quand on utilise des commandes comme Cortex Cluster Up, que tout à l'heure Abdoulaye a fait sur sa machine, ou bien quand il fait du Cortex Deploy avec les fichiers de configuration qu'il a fournis. Donc, par exemple, quand je fais du Cortex Cluster Up en donnant le fichier de configuration du cluster, en réalité, Cortex, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de créer un cluster Kubernetes sur AWS. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc Cortex utilise des outils open source comme Kubernetes ou bien Docker. Donc, Kubernetes qui est un outil d'orchestration de conteneurs open source et qui est très, très populaire actuellement pour tout ce qui est déploiement de web services. Donc, Cortex, c'est en réalité ce qu'il utilise. Et quand tu fais un Cortex Cluster Up, ce qu'il est en train de faire uniquement, c'est juste la création d'un cluster sur AWS. Donc, EKS qui est le service manager de Kubernetes sur AWS. Donc, quand on fait du Cortex Cluster Up, là, vous voyez mon navigateur. Abdoulaye? Oui. Okay. Bien, Abdoulaye. Non, on voit toujours Lens. On voit Lens. Lens, ok. Donc, je repartage. Ok. Du coup, là, quand on fait par exemple du Cortex Cluster Up, ce qui se passe derrière, on est en train de créer un cluster EKS sur AWS. Donc, ça, c'est le cluster qu'on a créé tout à l'heure, le Bantu Cluster. Donc, EKS qui est le service manager de Kubernetes sur AWS, ce que je disais tout à l'heure. Et là, on voit que Cortex, il parvient à se connecter sur AWS et créer le cluster lui-même. Donc là, si on parle du DevOps, si on parle de DevOps en général, on est en train de faire du infrastructure as a code. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur la console de AWS, cliquer sur les différents boutons pour créer notre cluster Kubernetes. Donc, Cortex le fait pour nous. Et du coup, c'est ce qui se passe quand il fait un Cortex Cluster Up. Donc, je vais repartager Lens qui est un outil uniquement pour parcourir le cluster Kubernetes. Donc, Lens que j'utilise ici pour parcourir le cluster Bantu Cluster. Donc, je me connecte sur le cluster. Et là, on peut voir, par exemple, les différents worker nodes qu'on a utilisés sur le cluster au mois du déploiement. Donc, Abdoulaye Faye avait spécifié 3 worker nodes. Et du coup, là, ce sont les différentes machines qui sont utilisées au niveau du cluster, donc qui sont des T3 medium. Et ces différentes machines-là, la somme de ces différentes machines-là définit la taille du cluster. Par exemple, là, on a un cluster de 6 CPU de capacité avec un mémoire RAM de 11 Go de mémoire RAM et qui peut aller jusqu'à 51 capacités de code. Donc, tout ça, c'est spécifié par la création du cluster par Cortex. Donc là, on peut voir qu'il y a une certaine encapsulation que Cortex est en train de faire. Parce que moi, en tant que data analyst, je n'ai pas besoin de savoir comment est-ce que je peux créer un cluster Kubernetes, comment je peux déployer mon modèle. Et tout à l'heure, Abdoulaye a dit que Cortex, il est multiplateforme. Donc, c'est uniquement dû au fait qu'il utilise les conteneurs Docker. Donc, Docker, aujourd'hui, on le sait, il est très populaire, du fait que tu peux déployer n'importe quel type d'application avec Docker. Donc, c'est la raison pour laquelle Cortex, il supporte, par exemple, tous les frameworks qui sont disponibles, presque tous les frameworks qui sont disponibles. Et du coup, là, si on regarde en profondeur sur le cluster Kubernetes qui a été généré, on peut voir, par exemple, sur le workload. Du coup, après avoir généré le cluster avec le Cortex Cluster Up, si on fait du Cortex Deploy en donnant le fichier de déploiement de tout à l'heure, par exemple, le fichier de déploiement qu'Abdoulaye a donné tout à l'heure, l'API texte générateur, Cortex, il parvient à se connecter sur le cluster et déployer notre modèle sur le cluster. Donc, non seulement il est en train de créer une image Docker de notre modèle,
Et la création de cette image Docker-là va se passer par, va être inaperçue pour le data analyst. Donc, Cortex, il se charge de créer un Dockerfile et mettre le Dockerfile au niveau, build le Dockerfile et mettre l'image au niveau du cluster Kubernetes avant de passer par le déploiement. Donc, Kubernetes, qui est un orchestrateur de conteneurs Docker, on a notre Dockerfile qui est généré par Cortex. Et du coup, il ne suffit qu'à utiliser ce Dockerfile-là pour build l'image et le déployer sur le cluster. Donc là, c'est un déploiement de tout que Cortex a généré, que Abdoulaye Faye faisait tout à l'heure. On peut voir certains requirements, comme par exemple le nombre de réplicas qu'on a qui est là. Donc, on a un seul réplica pour ce déploiement. Donc, c'est au data science de dire combien de réplicas je veux sur mon modèle. Donc, en disant ça, il définit également la politique de auto-scaling qui est sur le modèle. Donc, là, on peut retrouver, par exemple, ce qui a été défini, qui est là, les rolling updates. Donc, les rolling updates que Abdoulaye Faye disait tout à l'heure, on les retrouve à ce niveau. Donc, tout est au finish, tout ce qu'on va avoir, c'est du Kubernetes. Mais toute cette encapsulation, on n'a pas besoin de la savoir si on est data analyst. Également, si on a une équipe de data analyst, on n'a pas forcément une équipe de DevOps qui est là pour nous faire tous ces déploiements. Et du coup, l'utilisation de Cortex faciliterait vraiment cet aspect. Donc, si on regarde également autre chose que le déploiement qu'on a fait tout à l'heure, on peut voir Cortex va encore plus loin. Donc, il va même jusqu'à insérer Istio dans le cluster. Donc, Istio qui est aujourd'hui, j'ai juste parlé d'Istio brièvement, qui est un service mesh dans le monde du microservice. Donc, quand on fait du microservice, on a besoin que nos services communiquent entre eux. On a besoin également de faire du load balancing sur nos différents services qui sont dans le cluster. Et également, on a besoin d'assurer la sécurité qui existe sur chaque service. Et du coup, tout ça sera géré par Istio. Et Cortex peut aller jusqu'à même insérer Istio sur notre cluster qu'on est en train de déployer. Et en insérant Istio sur le cluster, Istio va se charger de tout ce qui est communication entre les différents déploiements qu'on effectue si besoin. Également de gérer tout ce qui est sécurité sur nos différents déploiements de chaque modèle. Et je vais partir également sur les pods qui sont générés par le déploiement qu'on a fait tout à l'heure, qui est le text générateur. Je vais juste montrer là. Par exemple, ça, c'est le déploiement qu'on a fait. Et tout à l'heure, j'ai dit que pour ce déploiement, on a spécifié un seul réplica. Donc, ça veut dire qu'on aura un seul pod. Donc, un pod, ce sera, disons, le conteneur Docker. Ce sera le conteneur où va s'exécuter notre image Docker. Donc, dans ce pod, on peut voir, par exemple, différentes variables qui sont générées par Cortex, à savoir la région dans laquelle le cluster se trouve, également le cluster lui-même et le registry par défaut qui est utilisé. Donc, j'ai dit tantôt que Cortex va build une image Docker. Et effectivement, il va build une image Docker, il va l'héberger au sein du cluster lui-même. Donc, on n'a pas besoin d'un registre externe comme Docker ou bien Amazon S3. Il fait de tout sur le cluster. Et si je me connecte même sur ce pod-là en SSH, donc je peux même aller jusqu'à me connecter sur mon modèle que j'ai déployé en mode SSH pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dedans. Donc là, j'essaie de me connecter dessus. Donc, j'utilise l'outil Lens qui est vraiment parfait si on veut manager son cluster Kubernetes d'ailleurs. Donc là, je suis sur le conteneur qui a été généré pour le déploiement. Donc tout ça, c'est Cortex qui l'a fait. Hein. J'ai absolument rien fait à part un Cortex deploy en passant le fichier de configuration. Donc on va voir que Cortex, il va générer ce pod-là. Et si on se rend sur, par exemple, CDSRC, là, on va avoir juste un dossier qui s'appelle Cortex. Et à l'intérieur de ce dossier-là, on va voir tout ce qu'il va générer dedans. Donc, tout à l'heure, Abdoulaye Faye a dit que Cortex il utilise Fast API. En vrai, c'est ce qu'il utilise pour mettre en production le modèle. Du coup, Fast API, c'est un nouveau framework Python qui permet de créer des API vraiment rapides et très sophistiqués. Donc là, on peut voir, par exemple, le code que Cortex va générer en fonction de ce qu'on a donné. Donc, j'essaie juste de faire un test. Voilà, donc là, si je regarde le fichier server.py, je peux retrouver ce que j'avais défini sur mon fichier de configuration. Par exemple, la méthode predict, on va essayer de retrouver la méthode predict et, qui est juste là. Donc, la méthode predict qui est juste là. Et du coup, Cortex arrive à déclarer un endpoint pour cette méthode et qui sera un endpoint qui sera déclaré comme si on écrivait notre propre API Fast API. Donc,
c'est révolu l'époque où on était là à écrire des codes Flask pour déployer un modèle. Donc tout ça est généré par Cortex. Donc ça fait gagner énormément en temps, mais également en ressources. Donc on n'a plus besoin d'équipe pour mettre en production nos modèles parce que à the end of the day, si on crée nos modèles, c'est pour les rendre dans le public, c'est pour permettre aux gens de les utiliser. Donc ça ne sert à rien d'avoir un modèle et ne pas le déployer. Également, ça ne sert à rien également de passer du temps sur le développement du modèle, mais également sur le déploiement. Donc là, Cortex, il génère beaucoup de choses et fait abstraction sur beaucoup de choses sur lesquelles on serait là à galérer si on voulait le faire manuellement. Donc, si on regarde également sur le cluster, on peut voir l'ensemble des pods qui sont actuellement disponibles sur les 7x7 et les Daemon 7. Et pour un peu revenir sur... bon, ça, peut-être je vais laisser Abdoulaye Faye y revenir après, sur les limitations de Cortex. Mais après, ces limitations également sont un peu justifiées. Et je pense que je vais laisser à Abdoulaye Faye d'y revenir sur les limitations. Après, je vais donner pourquoi il y a ces limitations qui sont définies sur Cortex actuellement. Donc, en gros, c'était ça pour la partie Ops. Donc, on peut voir, par exemple, que Cortex, il fait non seulement tout ce qui est build, mais également tout ce qui est déploiement automatique sur un cluster de Kubernetes. Et Kubernetes qui est aujourd'hui un outil vraiment révolutionnaire pour déployer des web services. Et donc, actuellement, les limitations qu'on a sur Cortex, c'est que il est supporté que par AWS. Et également, sur AWS, c'est juste parce qu'ils voulaient se focaliser sur un seul provider cloud avant de passer sur les autres providers. Donc, récemment, ils ont annoncé qu'ils allaient passer sur Azure. Et du coup, après, je pense que ce sera sur Google Cloud Platform qui sera supporté. Également, l'autre limitation, c'est qu'actuellement, on ne peut pas spécifier à Cortex de dire, on ne peut pas dire à Cortex, prends ce cluster Kubernetes qui existe déjà et déploie mes modèles dessus. Et tout simplement parce que les modèles sont réputés pour leur taille qui peut être assez gourmande. Et du coup, ce n'est pas une très belle idée de déployer les modèles et les autres applications qui sont sur le cluster. Donc, je pense que c'était tout ce qu'on avait à dire sur Cortex. Je pense qu'on a qu'à ça à créer en longueur un peu. Et on va juste essayer de répondre aux questions. Est-ce qu'il y a une limitation sur le nombre de requêtes en même temps pour tous les modèles déployés sur Cortex? Oui, en fait, vu qu'ils utilisent Kubernetes, on peut poser des limitations sur le déploiement, et du coup, qui sont des limitations non seulement de CPU, également de mémoire. Donc, on peut poser ces limitations-là sur chaque déploiement qu'on est en train de faire, et en fonction du besoin du déploiement. Donc, c'est un peu les limitations qu'on peut poser sur chaque déploiement qu'on est en train de faire. Donc, si on va en profondeur sur Kubernetes, tout ce qui est possible sur Kubernetes, sur un déploiement Kubernetes, sur un web service simple, on peut le faire avec le déploiement des modèles avec Cortex. Donc, si tu peux prendre la question. Ok, ouais, merci Babacar. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Bon, la première question, je crois, c'est celle d'Aïssatou Paye. Bon, si je comprends bien, elle veut savoir sur comment on a passé du modèle d'IA sur AWS, par exemple, vers un cluster Kubernetes. C'est-à-dire, si je comprends bien, par exemple, on avait l'habitude, nous, de déployer des modèles sur des instances, qu'on crée chaque instance. Si on a un nouveau modèle à déployer, on crée une instance, on ouvre le port, on met du code Flask du code Flask et on le déploie. Maintenant, arrivé à un instant, on voit que maintenant, Flask ne pouvait plus tenir, par exemple, si on a une montée à charge sur le nombre de requêtes que va recevoir notre appli. Donc, ça faisait problème pour gérer la gestion des queues. Bon, peut-être on va pouvoir expliquer ça. Donc, sur la gestion, par exemple, des requêtes qui arrivent simultanément. Donc, d'où normalement, les systèmes comme Kubernetes, ils gèrent ça déjà. Donc, s'il y a plusieurs requêtes, donc ça s'auto-scale et donc toutes les requêtes qui vont venir simultanément auront des réponses certainement. Et Flask, s'il reçoit plusieurs requêtes à la fois, l'API va simplement crasher. Donc, on ne pourra pas répondre à certaines requêtes. Du coup, des fois, le gars va recevoir des erreurs. Alors que si on est dans un cluster Kubernetes, là, normalement, il n'y aura plus ce problème-là. Donc, l'application va s'auto-scaler automatiquement et pourra faire aussi des load balancers sur les ressources disponibles.
Je crois que c'est ce que j'avais comme réponse sur ça. Babacar, s'il n'y a pas beaucoup de choses, autre chose à ajouter, on peut passer à la deuxième question. Là où Huda Sumak demande pourquoi, on avait perdu l'IFI, hein. Il veut des explications. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par prédiction monitoring? Est-ce que c'est vraiment un modèle ML? Merci d'avance. Ouais, le prédiction monitoring, en fait, c'est disponible pour les modèles de classification et de régression. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, ce que tu vas monitorer, c'est les prédictions qui sont faites. Par exemple, supposons j'ai un modèle de classification qui prédit plusieurs classes. Donc, ce que on va monitorer, c'est les prédictions qui sont faites sur les différentes classes. Donc, on pourra voir les classes sur lesquelles le modèle fait plus de prédictions, etc. Donc, ce sera carrément monitorer comment le modèle fait ces différentes prédictions pour mieux savoir, par exemple, si le modèle fait plus de prédictions sur ces classes-là. Donc, il y a un souci quelque part au niveau du modèle, etc. Donc, ça permet carrément de monitorer ce que le modèle prédit. C'est la même chose aussi pour la régression. Donc, c'est aussi pour ces différents types de cas-là. Donc, on a un modèle de classification, par exemple, un modèle qui prédit si une transaction est frauduleuse ou pas, ou bien un modèle de régression, par exemple, un modèle qui prédit, par exemple, le temps de trajet d'un bus, etc. Donc, la valeur qui est prédite peut être monitorée avec ce service-là pour le prediction monitoring. OK. Juste Nathan, merci beaucoup. Merci à tous les speakers pour cette superbe présentation malgré les quelques soucis techniques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux ou bien même via notre adresse mail. Nos speakers sont toujours présents et pourront y répondre. Donc, merci à tous les spectateurs d'avoir assisté à cette session. Et je vous donne rendez-vous aux prochaines 3 sessions qui vont commencer à 16h. Bonne fin de journée à vous. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci.